Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous, comme chaque jour. Émission en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise, évidemment, et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans son job, digitaliser les entreprises grâce aux algorithmes. Notamment, c'est la mission de Mandarine Academy. Son fondateur est avec nous. Smart et réglo, les entreprises disposent-elles? C'est une question importante, des bons outils pour faire face aux difficultés économiques qu'on nous prédit. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café, ça ne sera pas avec Fanny Griesmer, mais avec Eva Bensaadi. Aujourd'hui, après les tickets resto, tout le monde les connaît, on parle des tickets bureaux. Bah oui, ça marche comment ces tickets bureaux? Eva nous raconte tout. Et puis le cercle RH, on s'intéresse à la raison d'être de l'entreprise. Vous savez, c'est la loi Pacte qui permet aux entreprises d'inscrire cette raison d'être. Il y a le dossier Danone, évidemment. On reviendra sur cette actualité Danone. C'est une entreprise à mission. Est-ce que la crise économique, les pressions économiques peuvent remettre en cause cette raison d'être? On fera le point avec nos invités dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, un courtier en énergie. Bah oui, c'est un nouveau métier. Un syndicat d'ailleurs vient d'être créé. On fera le point. Ça permettra de réduire aux factures et puis créer de l'emploi accessoirement. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. On parle aujourd'hui de la digitalisation des entreprises. Vous me dites, on en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup parce que les entreprises réclament aujourd'hui une accélération de cette digitalisation. On va en parler avec Laurent Morer. Bonjour Laurent. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le CEO, le fondateur de Mandarine Academy, créé en 2008. Oui. Comment vous définiriez votre entreprise? Entreprise de formation, parce qu'il y a le mot académie, mais pas seulement. Pas seulement, vous ne faites pas que de la formation, vous faites aussi de la pédagogie auprès des entreprises? Oui, tout à fait. Le métier de Mandarine, c'est d'accompagner les utilisateurs à la prise en main de nouveaux outils. Donc du coup, la transformation digitale, et on est vraiment sur ce volet de l'utilisateur. Augmentation, là, vous sentez que les entreprises veulent digitaliser? C'est plus qu'une accélération. L'enjeu avec cette transformation et puis cette crise actuelle, donc ça accélère cette transformation. Et puis le deuxième enjeu, c'est l'isolement des salariés. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des faiblesses dans l'isolement de ces salariés sur la prise en main des nouveaux outils, mais aussi on prend un sujet qui est assez fort en ce moment, qui est la sécurité. Bien sûr. Les gens sont tout seuls, comment ils gèrent, comment ils partagent les documents. Et en les protégeant? En les protégeant, ou en sachant les protéger, ou en évitant d'utiliser des Et là, vous outils. intervenez? Et nous, on intervient pour pouvoir acculturer ces personnes et accompagner ces entreprises dans cette transformation digitale. Alors, vous avez été sélectionné d'ailleurs par Microsoft pour assurer le volet formation de son dispositif, c'est quand même pas rien. Ouais. Vous avez 35 salariés. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que empiriquement, dès 2008, vous sentiez qu'on pouvait faire dans ce qu'on appelle du e-learning, c'est-à-dire de l'accompagnement, dès 2008. Pourquoi ça vous est venu, cette idée? Je précise que vous n'êtes pas informaticien. Non, pas du tout. Votre histoire est très particulière, par ailleurs, parce que vous avez fait une formation de meunier, voilà, qui n'a rien à voir, évidemment, avec le métier aujourd'hui. Comment vous avez pressenti cette bascule? En fin de compte, dans mon parcours et dans les diverses sociétés sur lesquelles j'ai travaillé, je suis allé très vite dans les outils informatiques et on rencontrait un problème, c'était d'accompagner ces utilisateurs. Et donc les méthodes étaient de plus en plus sur du pur digital, des vidéos, des tutos, etc., du pur e-learning. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, c'est que tout le monde n'est pas capable d'aller sur des outils digitaux. Évidemment. Et qu'à un moment, il faut de l'humain. Et l'humain parle à l'humain. Donc l'idée, c'était d'industrialiser un modèle de formation à distance, d'où la visioconférence et la webconférence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes évidemment en télétravail pour parler de votre entreprise. Toute l'entreprise. Vos salariés qui sont à Lille, ils sont ce matin, au moment où on se parle, déjà avec des clients ou des salariés et en train d'animer des formations en visio. On est d'accord? Tout à fait. Alors il y a un élément, alors ça j'allais dire c'est assez traditionnel parce qu'il y a d'autres sociétés qui proposent ce service, c'est-à-dire qu'on prend par la main un salarié et on va l'accompagner pour gérer un outil informatique et apprendre à manier à distance cet outil. Jusque-là, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous y avez rajouté la couche des algorithmes. Oui. Racontez-moi comment ça se passe, ces algorithmes, et sur quelle base de data vous travaillez pour faire ces algorithmes? En fin de compte, on s'est rendu compte que de former simplement en webconférence, ce n'était pas suffisant, parce que c'est un temps très court. Donc, il fallait accompagner les utilisateurs sur la durée. Et puis, on est vraiment dans un mode pédagogique continuum, donc sur du long terme. Et donc, pour accompagner ces utilisateurs, on propose des contenus qui sont du coup soit des webconférences complémentaires ou soit des vidéos.
Et pour pouvoir personnaliser ces contenus, nous avons un algorithme qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle. C'est le vôtre, hein? C'est le nôtre. C'est vous qui l'avez On conçu. travaille avec l'Université de Lille sur ce sujet pour pouvoir proposer le bon contenu au bon profil dans tout le parcours de l'utilisateur et dans le temps. J'ai envie de dire que presque aucune formation ne se ressemble puisqu'elle va être affinée à quoi? À la personnalité, aux compétences. C'est quoi les critères? Alors, les critères, ça va être le comportement des personnes et leur profil. Donc du coup, on sait que 2 personnes qui sont ingénieurs ne vont pas suivre les mêmes formations qu'une assistante de direction. Donc ces contenus, ces profils, vont pouvoir s'alimenter automatiquement par cet algorithme. La digitalisation dans les demandes de vos clients, parce qu'on a compris que vous organisiez des webconférences, qu'il y avait un travail à distance. Qu'est-ce que vous disent vos clients, ceux qui ne sont pas aguerris, ceux qui rentrent dans ce chemin de la digitalisation et qui prennent contact avec vous? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en urgence? Alors, en urgence, en ce moment, c'est 2 gros sujets. Le travail collaboratif, parce qu'à distance, il faut former les gens sur le collaboratif. Très vite, les gens se sont habitués aux outils de webconférence, mais un coup de travailler ensemble à distance, ce n'est pas obligatoirement simple. C'est différent selon vous? C'est-à-dire la façon de prendre la parole, la façon de s'exprimer, qu'est-ce qui change finalement? Et puis le quotidien de tous les jours, on n'est pas à côté de son collègue, donc du coup, il faut savoir s'organiser pour pouvoir travailler avec son collègue. On ne peut pas lui demander, tiens, dis-moi, j'ai oublié ça, voilà, ça ne marche tout à pas. fait. Bah tiens, il faut que tu fasses ça vite fait, ça ne marche pas du tout. Donc il faut ce collaboratif. Et puis le deuxième gros sujet du moment, c'est la sécurité. C'est vraiment un enjeu très très fort. La sécurité, donc c'est la cybersécurité, c'est-à-dire permettre des communications sensibles entre collaborateurs par le biais de réseaux, et ça, vous les sécurisez. Alors, un exemple assez concret, puisqu'on a eu le cas sur un grand compte, un très grand compte, qui a partagé des données dans un dossier, et après qui s'est rendu compte que ce dossier était accessible sur Internet. Oh. Et donc, le but, il était accessible sur Internet parce qu'il voulait partager des données à l'extérieur, mais d'autres collaborateurs ont mis des données internes. Donc c'est vraiment de sensibiliser sur la sécurité de ce qu'on transmet, mais à qui, et comprendre pourquoi il faut sécuriser et mieux communiquer et mieux partager. Un peu de prospective, parce que vous avez des clients au quotidien qui vous contactent. Vous avez eu un trou d'air en 2020, comme beaucoup d'entreprises. Puis là, vous avez évidemment une reprise très forte. Accélération. La prospective à 5 ans, c'est quoi, Mandarine, pour vous? Parce que, encore une fois, dans votre parcours qui est très particulier, très original, comment vous vous projetez à 5 ans? Quelle idée nouvelle vous avez en tête? En 2008, vous dites, on fera du e-learning, il faut accompagner les clients. Il n'y avait pas de Covid. C'est quoi aujourd'hui la prospective? En fait, ce qu'on travaille le plus, c'est toute notre partie de R&D, c'est autour de notre plateforme et justement sur les algorithmes. Comme vous disiez... Algorithme. Oui, tout à fait. Pour pouvoir, en fait, complètement encore plus personnaliser le contenu. Il y a tout le travail aussi de l'internationalisation. Donc, on a beaucoup de clients qui sont à l'international. Donc on les forme en multilingue. Mais là, on peut aller encore beaucoup plus loin sur la création de contenu complètement automatisé. Vous les formez en multilingue, ça veut dire que les équipes, les 35 personnes de votre équipe, ont les compétences pour switcher eux aussi sur plusieurs langues et les accompagner en espagnol, en français. En espagnol, tout à fait. Vous allez jusqu'au chinois, vous avez aussi ces on a du chinois, on a du russe. Donc là, ce n'est pas des salariés qui sont dans l'entreprise, parce que le chinois, les utilisateurs chinois veulent que ce soit un chinois en Chine qui forme. Et les Russes, c'est pareil, il y a cette particularité. De patriotisme. Ah oui, complètement. Si c'est un chinois en France qui forme des chinois, ils le reconnaissent tout de suite et ça passe pas. Et ça passe pas. Donc il faut un chinois en Chine. Ouais, pour même pour l'accent, pour le... Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui sont les critiques de l'algorithme? Parce que c'est vrai que beaucoup d'invités sur ce plateau viennent nous parler de leurs algorithmes. C'est le vôtre, il est breveté? Comment ça marche un algorithme? Non, ça c'est pas breveté parce qu'on est vraiment dans une partie R&D avec l'Université de Lille. Donc on a fait plusieurs articles scientifiques sur ce sujet. Et tout l'objectif de l'algorithme pour nous, c'est autour de l'humain. Donc c'est de personnaliser encore plus. Et l'outil d'algorithme permet d'ouvrir de nouveaux horizons qu'on n'a pas obligatoirement envisagés et du coup de les découvrir. Avant de nous quitter, quelques mots sur les embauches, parce que là, vous avez un boom, évidemment, une accélération. Vous embauchez, comment ça se passe là? Vous êtes comme beaucoup de patrons aujourd'hui qui disent « je peux le faire, mais j'hésite un peu ». Non, on est en recherche de collaborateurs. Et justement, une particularité en ce moment, c'est que c'est assez compliqué. Bah oui. Les fameux talents que vous ne trouvez pas? Oui, tout à fait. Vous cherchez quoi là, tiens, par exemple? En ce moment, on cherche des formateurs et puis des concepteurs sur la partie formation.
Et ceux qui fabriquent la formation. Ceux qui vont fabriquer la formation, qui vont pouvoir s'approprier un logiciel pour pouvoir le transformer en une approche pédagogique. Et là, c'est assez difficile. On cherche aussi des développeurs, comme toutes les entreprises. Et là, c'est un sacré challenge de trouver des développeurs en informatique. C'est intéressant de demamer aux fondateurs, aux patrons d'une entreprise, vous faites comment quand on cherche les talents? Vous allez sur LinkedIn, vous allez chercher... Comment on va chercher le talent, le mouton à 5 pattes? Alors c'est compliqué, on fait un mix avec des annonces sur LinkedIn qui permet de brasser un grand nombre de personnes, mais ce n'est pas obligatoirement du qualitatif. Et puis après, on fait du ciblage avec LinkedIn qui nous permet vraiment de voir si les gens se mettent en valeur ou pas. Et du coup, l'intérêt. Mandarine Academy, c'est à Lille. Allez jeter un œil parce que vous avez le patron sur ce plateau qui est en plein boom de digitalisation et il cherche du monde. Alors évidemment, il cherche des talents. Voilà, c'est ça, vous cherchez des talents. Tout à fait, comme tout le monde. N'hésitez pas à pousser la porte de Mandarine Academy. Laurent Maurer, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Vous avez un parcours très original. Et puis vous aviez senti un peu avant tout le monde, finalement, dès 2008, qu'on allait basculer vers du virtuel, vers le numérique. C'était ça que vous aviez imaginé et qui devient réalité. Merci d'être venu sur notre plateau. Smart et Réglo, c'est tout de suite. Là, on va s'intéresser aux entreprises. Alors évidemment, sous le volet des procédures collectives et de la crise qu'on nous annonce, mais elle n'a pas eu lieu, cette crise. On fait un point avec un avocat sur les outils dont disposent les entreprises, justement, pour tenter de sortir indemne de cette crise. C'est tout de suite. Smart et Réglo, chaque jour, focus avec un avocat, un spécialiste juridique, bien de sujets très pointus, de sujets qui ont trait évidemment à l'économie et aux ressources humaines. Est-ce que les entreprises disposent des bons outils pour faire face aux difficultés financières? Alors on nous a annoncé un tsunami, on va en parler dans quelques instants avec David Robin, merci d'être avec nous, avocat counsel au cabinet Bird & Bird, et puis vous êtes professeur agrégé des universités en droit. C'est intéressant d'avoir aussi un professeur. C'est vrai... David, on nous avait annoncé un tsunami. Finalement, il n'a pas eu lieu. C'est moins grave qu'on l'imaginait. Est-ce qu'on repousse, est-ce qu'on met un peu la poussière sous le tapis, mais que cette crise va arriver? Alors effectivement, si on se centre sur les chiffres, c'est bien moins grave que ce qu'on craignait, puisqu'on a eu l'année dernière 32 000 procédures collectives, donc ouvertes après des défaillances d'entreprises, alors que les années précédentes, on était au-dessus de 50 000 et 52 000 en 2019. Ça, vous l'expliquez par le soutien massif de l'État en matière de chômage partiel. On met sous perfusion l'entreprise. C'est comme ça que vous le voyez ou pas? Alors, il y a un artifice. L'artifice, il a plusieurs explications. Effectivement, l'une des explications, c'est qu'on a en quelque sorte gelé les difficultés des entreprises pendant un certain temps, grâce notamment aux aides publiques, mais on peut trouver d'autres explications, peut-être moins significatives, mais par exemple, les créanciers institutionnels ont moins à signer, et ça ne va pas durer. Donc, c'est-à-dire, en un mot, les créanciers, un jour, vont dire, écoutez, voilà, on vous a prêté, il va falloir rendre. Alors oui, Oui, effectivement. Et institutionnel en particulier. Alors, on vous a prêté ou on vous a accordé des délais. Des délais. Ouais. On les a repoussés de trimestre en trimestre, c'est ce qui s'est passé. Ouais. On arrive en quoi? En juin, là, aujourd'hui c'est quoi le début des créances, le remboursement des PGE? Oui, alors après, il y a un décalage. Pour une première année, il n'y a pas de remboursement, puis ensuite, ça dépend de ce qui est convenu pour chaque PGE, mais il n'y a pas que les PGE qui sont en cause. Puis j'ajouterais que il faut se méfier avec les chiffres bruts, oui. C'est-à-dire que en fait, derrière le nombre de défaillances, il y a des situations très différentes. Bien sûr. Si on a une grosse entreprise, il y a de nombreux emplois en jeu. Et puis, il y a un risque pour ses sous-traitants, ses fournisseurs, donc il faut se méfier avec les chiffres. Mais David Robin, juste, vous nous dites aujourd'hui quoi? Qu'il faut s'attendre quand même à une déferlante, une augmentation des défaillances ou pas? Parce que c'est vrai que l'année a été bonne, étonnamment bonne, vous l'évoquiez. Est-ce que là, il faut s'attendre au pire, craindre le pire? Parce que c'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, difficile de faire des prédictions, mais effectivement, on peut craindre une hausse des défaillances qui va peut-être s'étaler sur plusieurs années.
tout dépend de différents facteurs, mais on peut le craindre. Alors, les outils, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes venus, de quoi disposent-ils ces entreprises? Est-ce qu'ils sont suffisants, ces outils, pour faire face aux difficultés financières? Parce qu'on l'a évoqué sur ce plateau à plusieurs reprises, il y a plusieurs outils dont ils disposent. Quels sont ces outils et quels sont les meilleurs, selon vous? Alors, il y a quand même peut-être un préalable à évoquer, c'est que le droit ne peut pas tout. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés économiques, il y aura des défaillances. Mais le droit, à mon avis, peut beaucoup. Amortir, un peu amortir? Oui, tout à fait. Et en fonction des situations. On dit souvent que les spécialistes du droit des entreprises en difficulté disposent d'une boîte à outils. Et en fonction de chaque situation, on peut avoir un outil adapté. On a des mesures de traitement amiable des difficultés qui obtiennent de très bons résultats. On en parle peu d'ailleurs de ça. Et on n'en parle pas suffisamment. Effectivement, c'est bien de l'évoquer. C'est-à-dire que concrètement, avant d'arriver à une procédure, on a un médiateur Alors, on peut évoquer le mandat ad hoc ou la conciliation, donc un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Donc, il faut aller voir le juge. Et puis, il y a ce cadre de négociation qui est mis en place et qui est confidentiel. Et ça, c'est très important parce que ça permet de ne pas effrayer, je dirais, l'entourage de l'entreprise. Alors, si on ne passe pas par ces mesures de traitement amiable, on peut aussi passer par une procédure collective. plus classique. Plus classique, alors, et qui peut permettre de mettre en place un plan. Il y a certaines procédures, donc la sauvegarde, qui connaissent de beaux succès, mais le succès est quand même moindre que pour le traitement amiable. Et ça, c'est intéressant aussi. Les succès sont très bons lorsqu'on est dans le traitement amiable. Tout à fait. Discussion confidentielle, et la personne qui est en négociation, le médiateur, va mettre un plan, va mettre en place un plan de sauvetage. C'est ça l'idée? On va trouver des solutions dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que tout le monde va faire un effort et tout le monde va en sortir gagnant, parce que si l'entreprise est sauvée, c'est dans l'intérêt de tous. Ça passe aussi par les négociations avec les partenaires sociaux qui sont concomitantes, ou c'est purement secret dans l'échange avec le médiateur? Alors, donc, je répète, il y a un cadre confidentiel. Et puis, il y a des négociations avec les personnes qui sont appelées à la négociation. D'accord. Après, il faut aussi avoir en tête que il y a des situations dans lesquelles le droit ne peut rien, je l'ai dit, et on peut aboutir à une liquidation judiciaire. Qui est un drame. Qui est un drame, mais qui n'est pas totalement négatif pour l'entrepreneur, parce que, sauf à ce qu'il ait commis certains actes critiquables... On efface les dettes. On efface exactement. On efface les dettes. Et donc, on retrouve un droit au rebond, repartir du bon pied. Relancer éventuellement une activité. Une autre activité différente. Il y a des outils qui permettent de sauver les entreprises, mais pourquoi ils ne sont pas toujours mis en œuvre pour conclure? Pourquoi? Et vous évoquez cette procédure amiable, confidentielle. On en parle peu, même sur ce plateau, on en a peu parlé. Alors justement, c'est effectivement dommage. Je pense que ce traitement amiable n'est pas assez connu, alors que, je l'ai dit, c'est celui qui connaît les plus beaux succès, le plus fort taux de succès. Et je pense que le problème est là, c'est-à-dire qu'en fait, le chef d'entreprise a aujourd'hui encore trop tendance à prendre le juge comme un ennemi, ou en tout cas, le juge l'effraie. La grande faucheuse, quoi. Tout à fait. C'est ça. Vous dites non, il faut avec pédagogie aller négocier. On l'entendait d'un avocat précédent qui nous disait aussi, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Je crois qu'il faut avoir en tête que le juge, aujourd'hui, au moyen du droit des entreprises en difficulté, peut apporter une aide. Il entend. Le but du droit des entreprises en difficulté, il y a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est sauver des entreprises pour sauver des emplois. L'objectif, c'est vraiment évidemment, ça, sauver les emplois. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir le juge, parce que si les difficultés sont trop graves, on ne peut pas, on peut plus mettre en place une mesure de traitement amiable. Donc, on va aller forcément vers la procédure collective, voire vers la liquidation judiciaire. Très court, David Robin, ce qui est mis en place par ce médiateur, parce que vous évoquez une information qu'on creusera dans notre émission, c'était quoi? C'est un plan d'appurement, c'est un plan de financement, il travaille sur les finances, j'imagine, de l'entreprise? Oui, tout à fait. C'est un des axes forts? Oui, donc les créanciers peuvent accorder des On revient au délais, délai. Bah oui. Ils peuvent accorder des remises.
Et puis, il peut y avoir aussi un effort fait du côté de l'entreprise pour rétablir la situation. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. On ne parle pas suffisamment de cette médiation avant qu'on rentre dans une procédure souvent lourde, qui est souvent très mal vécue d'ailleurs par le chef d'entreprise. Merci d'être venu nous éclairer, David Robin. Vous êtes avocat, counsel et professeur agrégé des universités en droit. Dans quelle université d'ailleurs? Paris-Nanterre. À Paris. Voilà, comme ça on fait un petit coucou aux profs et aux directions de Paris-Nanterre. Merci d'être venu sur notre plateau. On va faire une petite pause café. Vous voyez, on se détend un tout petit peu dans l'émission et on va parler, alors non pas des tickets resto, mais des tickets bureaux. Tickets resto, tout le monde connaît, des tickets bureaux, bon, on ne sait pas ce que c'est. Et Eva Ben Saadi va tout nous expliquer, c'est tout de suite. La pause café pour se détendre. Non, ce n'est pas Fanny Griesmer, c'est Eva Ben Saadi. Comment allez-vous, Eva? Très bien, et vous, Arnaud? Je vais formidablement bien. J'évoquais dans le lancement les tickets resto. Tout le monde connaît, c'est une carte, c'est des tickets qu'on déchire pour aller acheter un repas le midi. Vous nous parlez des tickets bureaux. C'est tout nouveau. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous dites, après les tickets resto, place maintenant aux tickets bureau. C'est l'idée du principal acteur français de coworking, Morning, reprise aujourd'hui par un groupe de sénateurs français. Comme pour le ticket restaurant Arnaud, le salarié pourra payer l'accès à un espace de coworking. D'un côté, l'employeur peut proposer des conditions saines et sereines de travail pour son collaborateur. Et de l'autre, le salarié bénéficie d'un espace plus adapté que son appartement pour travailler. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le télétravail? Ça se passe mal? Ça se passe mal dans plusieurs cas. En effet, 100% télétravail à la maison commence à montrer ses limites pour certains. Difficulté, vous le savez, à gérer la vie de famille, manque d'espace, équipement inadapté, absence de travail collaboratif. Et si la solution, donc, pour les télétravailleurs, c'était donc de pouvoir aller ponctuellement, bien sûr, il s'agit d'y aller ponctuellement, travailler dans un espace de coworking. La demande est là, en plus, Arnaud, selon un sondage réalisé par Morning Coworking, justement, 50% des salariés réclament un accès de façon ponctuelle à des espaces de coworking. Et puis ça aère un peu la tête. Exactement, ça fait sortir de la maison et ça fait du bien. Et puis le plus gros problème, c'est l'isolement. Je le disais, de nombreux salariés en télétravail se retrouvent aujourd'hui en situation de détresse psychologique parce qu'au travail, vous le savez, on fait bien plus que travailler, Arnaud. On crée des liens, on partage des émotions. On partage des émotions. On se fait des amis. Voilà, évidemment. Exactement. Bref, tout le monde commence à ressentir le manque de relations humaines. C'est l'intérêt donc de cette formule de financement à la carte. Elle offrirait la possibilité de se rendre quand on veut, encore une fois, dans un espace de coworking, afin de partager à nouveau des conversations autour de la machine à café. Oui, c'est la notion de liberté et de choix qui est important. Ça marcherait comment? Parce que c'est un projet de loi, donc j'imagine qu'il va falloir cadrer un peu tout ça. Comment ça marcherait, Eva? Tout à fait. Alors, la hauteur du montant pris en charge par le salarié et par l'employeur n'est pas encore précisée. Un ticket restaurant, on sait que c'est 50-50. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore précisé. Mais l'idée, c'est que ces titres puissent être acceptés dans tous les espaces de travail collectif. Et en plus, on pourrait régler une location des services, mais aussi des fournitures. Parce que l'autre problème, Arnaud, avec le télétravail, et oui, c'est que de nombreux salariés ont dû investir dans du matériel pour être performants, comme des écrans, des claviers, des sièges, et toujours, selon le sondage... Et des cartouches d'encre. Des cartouches d'encre également, oui, quand on a une imprimante. Et toujours selon le sondage Morning Working, un salarié sur deux affirme qu'il est mal installé chez lui et que cela va même jusqu'à lui provoquer des douleurs physiques. Alors que justement, dans ces espaces de coworking, ils sont conçus exprès pour maximiser le bien-être et l'épanouissement du travailleur. Est-ce que le dispositif est pérenne? C'est une question. Est-ce que c'est pour cette période Covid ou est-ce qu'on va le pérenniser bien après? On pense que oui, on en parle, les entreprises le disent. Dans 10 ans, on ne se dira plus le matin, je vais au bureau, mais on se demandera ce qu'on va faire et on choisira l'endroit le plus adapté pour le faire. Est-ce que je vais dans un espace de coworking parce que j'ai des coups de fil à passer, un endroit calme pour se concentrer, un lieu vivant pour collaborer. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le disiez, 60% des dirigeants interrogés envisagent de le prolonger, le télétravail, pas nécessairement à si forte dose, mais de façon plus marquée et prononcée que par le passé. Parce que si on s'est rendu compte, Arnaud, avec cette crise, que le travail productif pouvait être fait à distance, il n'y a plus de... la productivité n'est plus à revoir. En revanche, on constate que pour bien collaborer, être créatif et innover, on a quand même besoin de se voir. C'est une proposition de loi qui prévoit aussi des aides pour les chefs d'entreprise, on est d'accord? Oui. Vous l'évoquiez pour le ticket resto, c'est 50-50, donc chacun donne. Oui, exactement. Un autre argument qui pourrait séduire les entreprises, le coût de l'immobilier. Et le fait que dans les grands sièges sociaux, un nombre important de mètres carrés sont inutilisés. Le coworking est une réponse intéressante à la crise parce qu'il offre
de la flexibilité. Qu'est-ce qu'en pensent les salariés en quelques mots? Ils sont contents, ça leur plaît la formule, j'imagine? Oui, tout à fait, parce que selon une autre étude, Arnaud, plus de morning working, cette fois du cabinet de conseil immobilier JLL, 2/3 des salariés français plébiscitent le travail hybride, réparti donc entre différents lieux. Ça peut être un peu de maison, un peu de bureau, un peu de tiers-lieux, ces espaces de coworking. Surtout, ils souhaitent le voir adopté de manière durable dans leurs entreprises à la fin de la pandémie. C'est l'hybridation qui est intéressante. C'est l'hybridation qui est intéressante. Alors, vous me posiez la question, quand cette idée verra-t-elle le jour, parce que c'est texte, ça arrive quand? Voilà, c'est un projet de loi. Plusieurs sénateurs ont déposé début février cette proposition de loi pour la création de ces titres bureaux. Et transformé en projet de loi, donc. Voilà, mais il y a encore beaucoup d'étapes avant sa mise en place. Pour le moment, il n'est même pas à l'ordre du jour des sessions du Sénat et devra ensuite passer, bien sûr, devant les députés. Oui, donc texte sénatorial, et il faudrait qu'ensuite qu'il refasse la navette. Donc voilà, c'est pas encore tout de suite le petit ticket bureau. Vous l'avez pas encore dans votre main, ce ticket? Non, moi je l'ai pas, j'ai pas pu vous le ramener. Ah, vous l'avez pas. Physiquement, d'habitude, on amène des objets. Eva, on se retrouve demain, je crois. Oui, tout à fait. Et dans l'entreprise, on se fait des amis, on crée du lien social, on rigole de temps en temps. Merci. À demain pour une nouvelle pause café. On fait une courte pause, nous aussi, puis on va s'intéresser dans le cercle RH à la raison d'être. On en parle beaucoup de cette raison d'être. C'est la loi Pacte, vous savez, qui permet aux entreprises d'inscrire cette raison d'être. On parlera du dossier Danone, évidemment. Il est au cœur de l'actualité. Entreprise à mission, mais son PDG vient d'être légèrement décalé. Il devient président et puis on va nommer un directeur général. En cause, les résultats de l'entreprise qui n'étaient pas bons. Évidemment, le débat entre la pression financière à court terme et puis les enjeux de vision à long terme. On en parle avec mes invités. C'est tout de suite, c'est dans le cercle RH, après cette courte pause. Le cercle RH, le débat a déjà commencé, c'est un débat passionné, on va parler de la raison d'être, la loi Pacte qui autorise les entreprises à pouvoir inscrire autre chose que leur raison sociale. Là, ça c'est une obligation quand on crée son entreprise, mais la raison d'être c'est possible depuis cette loi Pacte, avec un sens, une vision, un engagement, autre chose que de créer de la richesse purement financière. C'est un débat assez philosophique, mais qui avance, parce que j'ai vu que l'entreprise Bonduelle était engagée là depuis quelques jours, avance et a une raison d'être. Beaucoup d'autres entreprises ont signé. Carrefour, toutes ces entreprises engagées, elles se sont donné une mission, le Crédit Agricole, pour citer une banque. Simplement, ce débat vient se heurter à une condition, un environnement particulier, puisqu'on l'évoquait il y a quelques minutes sur ce plateau, la crise économique, les entreprises en difficulté. Est-ce qu'il est possible de lier cette raison d'être, cette philosophie, cette vision, ce sens, avec des enjeux à court terme? Et évidemment, on va parler de l'entreprise Danone, parce que là, évidemment, il se passe pas mal de choses depuis presque 15 jours avec Emmanuel Faber, qui était sur la sellette. Il reste président de l'entreprise, mais il ne sera plus le directeur général de l'entreprise. Entreprise à mission. Avec moi, société à mission. Avec moi, des spécialistes du sujet. Ils vont nous éclairer, évidemment. Nathalie Jiménez, merci d'être avec nous, membre du conseil scientifique d'Entreprise et Progrès, puisqu'on reçoit souvent Entreprise et Progrès sur ce plateau, et présidente fondatrice de Be Concerned, qui est d'ailleurs, il faut préciser, à l'origine de l'indice mondial de la raison d'être. On reviendra, vous êtes celle avec un comité scientifique et quelques autres qui avaient fait avancer cette question. Merci d'être avec nous. Marion Darietor, merci d'être là, fondatrice et CEO de The Arcane. Alors vous avez des mots anglais, je ne sais pas pourquoi vous utilisez des... Arcane, on va dire. Arcane, The Arcane. Non mais je vous taquine. Co-présidente d'Entreprise et Progrès, c'est important. Je suis venu avec un livre que vous connaissez bien d'André Coupet, à compte d'auteur d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'ait pas d'éditeur, pour raconter sa vision de l'entreprise progressiste. Et puis Benoît Serre, très heureux de vous accueillir sur le plateau, que vous connaissez bien. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, vous êtes senior partner au BCG, et puis vous avez eu une carrière comme DRH dans de grandes entreprises. Commençons par le début. On aurait pu commencer par la philosophie, la définition de Nicole Notat, qui disait que la raison d'être, c'est l'ADN de l'entreprise. Il y a eu un basculement, sauf qu'une entreprise aussi emblématique que Danone, qui a décidé de s'engager, son président se retrouve en difficulté. Comment vous regardez cette situation? C'est une entreprise qui avait une vision, qui avait une raison d'être, entreprise à mission. Est-ce que c'est une remise en question de l'idée que l'entreprise peut être autre chose qu'une machine à faire de l'argent, pour être un peu abrupte? Non, mais posons les questions abruptement. Vous savez, le sujet de la raison d'être, il n'est pas d'aujourd'hui. C'est un débat philosophique qui date depuis la création, je veux dire, l'émergence de l'entreprise à la fin du 19e siècle. On s'est toujours posé la question du rôle de l'entreprise dans la société. Donc on voit bien que ça fait plus d'un siècle que ça dure. C'est un sujet politique d'ailleurs. Politique, c'est exactement ça. Finalement, c'est quoi son but dans la société? Est-ce que c'est celle, comme vous le dites,
de uniquement générer des profits économiques, ou est-ce que c'est celle finalement de participer aussi à la transformation, à la contribution pour rendre un monde meilleur, on va dire. Et en fait, il y a eu un grand débat entre justement la définition juridique de ce qu'est une entreprise, qu'une société. Donc ça, c'est la modification de l'article 1833 en France, c'est la loi Pacte qui a transformé les choses d'une manière assez incroyable, puisque depuis maintenant 2019, grâce à la loi Pacte... On peut l'inscrire. Exactement, il y a ça. Et puis la RSE, plus traditionnellement connue, enfin la RSE qui est quand même... C'est un cran au-dessus de la RSE, comme quand Exactement. on... Mais la RSE est intégrée aujourd'hui dans la définition d'une entreprise. Oui, mais c'est quand même un changement majeur. Juste que je suis persuadé que quelqu'un va répondre à ma question, mais quand on a un homme comme Emmanuel Faber qui a écrit des livres avant même de prendre les rênes de Danone, qui a eu une vision, une façon de vivre, qui parlait de la lenteur, qui expliquait qu'il fallait penser le monde différemment, et qui emmenait cette entreprise, et Antoine Riboud d'ailleurs a été aussi un précurseur, un des précurseurs de cette question. On voit aujourd'hui qu'un fonds d'investissement, enfin en tout cas un des actionnaires, dit « vous ne m'avez pas rapporté assez d'argent ». On voit bien qu'il y a le court terme et le long terme. Oui, c'est ce que nous enseigne l'épisode Danone, parce que après les décisions de gouvernance de Danone et le choix d'Emmanuel Faber d'aller vers cette dissociation du mandat de président et de directeur général, c'est un... Je ne suis pas sûr qu'il l'ait choisi. Interne. Si je peux me permettre. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment choisi ce... Moi, je ne suis pas là pour commenter. Voilà. Enfin, je ne suis pas là forcément pour commenter. Non, mais ça dit quelque chose. Mais ça dit quelque chose. Ah oui. Ça dit quelque chose de notre époque sur cette tension entre un nouveau capitalisme, une forme de capitalisme un peu alternatif et responsable, et un capitalisme traditionnel. Et la question, c'est est-ce qu'on est dans le « et » ou est-ce qu'on est dans le « ou ». Est-ce que c'est une opposition? Parce que je voyais que l'émission était titrée « éthique ou économique ». Oui, c'est ça. Et donc, c'est intéressant parce que la question, c'est est-ce qu'on est dans l'opposition ou est-ce qu'on se dit que finalement, on peut être dans le « et » dans une forme de réconciliation. Nous, on croit, avec André Coupé et avec nos indices de la raison d'être, que justement, si la raison d'être est transformative, on peut être dans une forme de réconciliation et qu'il n'y a pas forcément besoin d'opposer les modèles. Je voudrais le montrer quand même, c'est André Coupé vers une entreprise progressiste. Il est venu dans notre émission vendredi, on a présenté son livre, il nous a raconté, et en off, je peux le dire, il évoquait l'idée, Benoît Serre, que la question de les débats de gouvernance, un peu secrets d'ailleurs, c'était que l'entreprise, les actionnaires attendaient 15% de rentabilité, 14,3. Ou 14,3 pour être précis. Non, 15, il a eu 15 et 14,3. Donc c'est exactement ce que j'allais vous dire. Comment vous le regardez? C'est-à-dire que soudain, le coup près tombe. Il n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus de mission, il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'ADN. C'est vous n'avez pas fait les 15 demandés, donc nous allons vous sanctionner. Excusez-moi, je suis abrupt. L'affaire Danone, à mon avis, elle est beaucoup plus compliquée que ça. J'en connais pas le détail. Il y a un phénomène relationnel entre Emmanuel Faber et puis le fils d'Antoine Riboud. Enfin, il y a eu tout un tas de sujets. Donc c'est difficile. Il y a une saga en fait. Il y a une histoire quand même autour de ça. C'est pas uniquement lié à ça. Je suis pas certain que ce soit uniquement lié à ça. D'ailleurs, quand on regarde les choses, il y a plein de choses. Alors c'est vrai que ça devient un peu symbolique, d'autant plus que Danone et Emmanuel Faber sont des gens qui ont depuis quelques mois beaucoup communiqué sur cette dimension-là de l'entreprise. Donc on a l'impression que c'est un peu une espèce de symbole. Enfin, en annonçant des d'un capitalisme sauvage qui revient rappeler à tout le monde quand même les bases du capitalisme. Moi, je pense que tout ça, c'est difficile. En revanche, la question, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, la question de la raison d'être, ça ne pas comme ça. On n'a pas attendu la loi Pacte pour la faire apparaître dans les entreprises. L'un des plus beaux symboles, c'était dans les années 70, quand François Dalle, patron de L'Oréal, et Antoine Riboud, patron de Danone, se sont assis avec Edmond Maire, patron de la CFDT, pour définir un espèce de nouveau modèle économique-social qui va dans le sens exactement à entreprise et progrès. Exactement. Voilà, exactement. Mais il y a 50 ans. Et donc, c'est pour ça que je le citais. C'est sympa. Et donc, il fait des teasings, Benoît. C'est très intéressant parce que le sujet, en fait, que vous évoquez, de cette espèce d'équation mortifère dans laquelle on s'est installé dans les années 80 à peu près. C'est ça. Avec d'un côté des syndicats qui disaient le social, nous sommes des parangons du social, et d'autres chefs des entreprises cernés de parangons de l'économie. Suceurs de sang. Sincèrement, cette espèce d'équation mortifère, elle a tué plus d'entreprises et plus d'emplois qu'on n'a jamais imaginé. Heureusement, donc c'est la réconciliation je trouve qu'à la fois la loi Pacte, comme quoi encore une fois cette crise ne crée rien et accélère tout, puisque la loi Pacte a précédé la crise Covid-19, d'une part, et la crise elle-même a fait réapparaître le fait que cette opposition économique-sociale n'avait aucun sens. Et je ne voudrais pas d'ailleurs qu'on arrive dans une autre équation encore plus mortifère qui consiste à opposer l'économique et l'environnemental. Parce que ça, on est en train d'y aller tout droit. On y arrive doucement. Donc, et c'est pas nouveau. Je pense que c'est idiot. Vous savez, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs entreprises, dont deux
Une qui s'est lancée dans une démarche de vision dès 1999, qui est Leroy Merlin, qui avait affiché ce qu'on appelait une raison d'être à l'époque, même si ce n'était pas encore officiel. Puis après, la Massif, qui est une mutuelle, et qui elle-même, alors pour le coup, là, elle fait 6 milliards d'euros dans l'économie sociale. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de voir ces deux, parce que ça c'est deux entreprises très différentes qui démontrent leur capacité à réconcilier les deux points. Mais avec un point important, notamment chez Leroy Merlin, c'est que tous les salariés sont actionnaires. Et la question de la partage de la valeur, quand la valeur est mieux partagée, elle est moins choquante à obtenir. Merci pour cette transition. Voilà. C'est important, je vous en ça. prie. Parce que c'est l'engagement aussi des collaborateurs. Exactement. Par le biais de l'actionnariat, par exemple, évidemment. Vous savez ce qui va motiver à la réconciliation, c'est de démontrer que quand on se dote d'une raison d'être, on crée de la performance extra-financière et financière, et que les deux sont intégrés. Et on est aujourd'hui dans une dynamique de mesure de la performance des organisations qui est à la fois financière et extra-financière. Et le travail que nous avons mené à Entreprises et Progrès avec mes collègues du comité scientifique, c'est typiquement de travailler sur des variables dépendantes entre des dimensions de gouvernance et la performance extra-financière des entreprises. Typiquement, la présence des salariés dans des conseils d'administration. On a pu démontrer dans ce travail que si on augmente de 8% la présence des salariés dans les conseils d'administration, eh bien on augmente la performance extra-financière de 22%. Partage de l'intelligence. 22%. Je suis convaincu de ça. Exactement. Pourquoi ? Parce que le salarié il a une connaissance du client. Très fine. Exactement. Ouais. Mais vous voyez, et ça peut éclairer évidemment le changement des comportements des actionnaires demain. Parce que si on voit que, évidemment, il y a un impact très concret sur la performance extra-financière, j'allais dire à la mode japonaise, où on implique le salarié à toutes les chaînes de décision, jusqu'au vissage d'un boulon. Je partage le point des salariés du conseil d'administration pour une bonne raison. C'est-à-dire que s'ils sont actionnaires, parce que le défaut, quelquefois, qu'on observe dans la présence des salariés, c'est qu'on a des représentants des salariés au conseil d'administration. Et donc, on retombe sur l'équation mortifère économique et sociale. a donné une action exactement. à ces salariés. Mais non, mais exactement. L'Oréal, pendant la crise, a lancé un plan de souscription d'actionnariat interne qui a cartonné. Donc, tout ça pour dire que je crois que la question du partage de la valeur permettra de réconcilier encore plus l'économique et social, parce que le sujet, c'est comment je partage la valeur entre tous ceux qui la créent, les actionnaires comme les salariés. Il y a quand même l'idée de partage, il y a quand même une idée comme ça autour de cette philosophie de vision, d'avenir, de partage, et casser les murs traditionnels, puisque Benoît Serre évoquait cette espèce de murs qui s'affrontent, on jette des pierres derrière son mur. Qu'est-ce que vous diriez à une entreprise aujourd'hui ? Parce que j'ai vu que Bonduelle s'était engagé, c'est une très grosse entreprise de l'agroalimentaire. Là aussi, il y a des questions importantes, puisqu'on évoque les pesticides, les intrants, la qualité de vie du monde agricole. Toutes ces questions sont induites. C'est un titre qu'on a fait, on l'avait, c'est vous qui l'avez dit, vers un monde meilleur. On va vers un monde meilleur lorsqu'une entreprise choisit de s'engager dans une raison d'être. Est-ce qu'on va vers un monde meilleur ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une ligne de crête, mot vulgarisé. On nous dit, attention, dans un an, ça va être le cataclysme et le tsunami. Donc on crée une angoisse terrible chez les Français et chez les décideurs. Et en même temps, on ne donne pas envie à ceux qui veulent s'engager d'y aller. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites là, dans ce contexte-là ? Dans ce contexte, nous, chez Entreprises et Progrès, notre raison d'être à nous, c'est faire progresser le progrès. Donc, à un moment donné, le progrès, il est sous tension. Et vous les rencontrez, vous, les patrons ? On les rencontre et tout. Et nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des patrons qui sont assez activistes, assez engagés et qui ont envie de construire un monde meilleur. Alors, est-ce que c'est un truc de bisounours ? Est-ce que c'est un truc de naïf ? On a tout lu là-dessus. Peut-être, on a tout lu, mais en même temps, si on n'essaye pas et si l'entreprise ne prend pas sa place dans la société, on pourra que se plaindre. Nous, ce qu'on pense, c'est que la raison d'être, à un moment donné, oui, elle peut aider à contribuer à un monde meilleur. Parce que quand vous utilisez une raison d'être, c'est-à-dire quand vous ne vous contentez pas juste de la définir comme un truc de communication, mais qu'elle est vraiment transformative parce qu'elle vous permet de revoir votre modèle économique, votre offre, vos services, votre modèle de distribution, votre modèle de vente, à ce moment-là, elle permet de tendre vers quelque chose de meilleur. C'est une révolution pour l'entreprise. C'est une révolution et c'est difficile. Et c'est pour ça que en fait, c'est vraiment, il faut accepter de faire des petites étapes. Vous disiez que c'est intéressant, comme Danone ou comme L'Oréal, d'associer les collaborateurs en leur donnant une action. Il y a plein de boîtes. C'est très gaulliste, hein, on faisait de la politique. De Gaulle avait dit qu'il faut faire participer, il faut que les salariés soient intégrés à la vie de l'entreprise. Mais c'est pas facile dans toutes les entreprises. Il y a plein de PME, il y a plein de TI où c'est pas possible. Mais il y a des premières étapes. Je vous donne un exemple. Faire en sorte que la raison d'être soit co-créée avec les collaborateurs, déjà, c'est une forme d'inclusion des collaborateurs. On y réfléchit ensemble. On connaît plein de boîtes qui ont fait ça. Des ETI, des plus grandes boîtes comme Orange, qui
choisi avec Toguna de faire définir la raison d'être par 150 000 collaborateurs. Bon, c'est une étape. C'est une étape. Donc, c'est la démocratie participative en entreprise. On fait remonter ce que les salariés ressentent, on trie, on classe, et puis on dit, voilà, une majorité de nos salariés veulent plutôt partir vers ça ou vers ça, et on bâtit. C'est une vision de la gouvernance. Oui, ça va même au-delà, c'est-à-dire que la raison d'être devient un outil de décision dans l'organisation. Et c'est un de nos indices que l'on a travaillé. Les collaborateurs, tous les collaborateurs de l'organisation doivent pouvoir prendre leurs décisions au prisme de cette raison d'être. Ça veut dire aussi renoncer à certains projets, à certaines pratiques, pour pouvoir réinventer certaines choses. Donc on est vraiment, la raison d'être, elle pousse à l'innovation, elle condamne finalement l'organisation à être dans une dynamique d'innovation au service du progrès. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il ne faut pas négliger, et c'est ce qu'on a montré dans ce travaux, des indicateurs beaucoup plus structurels et des pratiques qui doivent changer. Typiquement, on a démontré, par exemple, que si la rémunération variable des dirigeants était indexée sur des indicateurs de performance extra-financière, alors là, vous doublez la reconnaissance par le marché de l'entreprise. Ça motive aussi le dirigeant à muter, puisqu'il va être accompagné dans ses efforts par de l'argent. Et ça, c'est ressorti de nos travaux. Donc, il ne faut pas négliger aussi ce type d'indice. Donc, on en a repéré dizaines, qui est là pour... Vraiment, on est là pour guider les organisations. Parce que vous avez raison, pour mener cette transformation, il faut avoir des bons repères, des conditions favorables. Et c'est tout l'objet de ce travail-là. Donc nous, on s'est dit que c'était avant tout un sujet de gouvernance. Il faut donner envie. Il faut donner envie et d'apporter des repères. Voilà, c'est tout le travail que nous avons mené dans ce livre blanc. Vous l'avez encore évoqué, mais il y avait quand même dans les entreprises, pour certaines d'entre elles, étaient d'une sincérité absolue, croyaient profondément à l'idée que l'entreprise pouvait changer le monde, qu'elle était finalement le centre de gravité de nos vies, puisqu'on y passe 8, 9, 10 heures par jour pour certains. Mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de com derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de stratégie, un peu comme le greenwashing exista à une époque? Avant la Covid, j'aurais probablement répondu oui. Avec la Covid, je vous réponds non. Jamais l'entreprise n'a eu aussi bonne presse. Les salariés veulent y revenir. Même la ministre du Travail suggère de vacciner les gens parce qu'on est un lieu de confiance. Ça a commencé doucement. Je me suis permis de commettre un papier d'entreprise qui s'appelle Vive l'entreprise la semaine dernière, parce qu'effectivement, tout d'un coup, on est en train de redécouvrir que l'entreprise, c'est pas un lieu de souffrance, c'est pas un lieu d'exploitation, c'est un lieu où les gens ont envie d'être ensemble, ont envie d'aller là, d'interaction sociale. Donc voilà. Donc je pense que c'est moi. Donc je vous réponds clairement, l'entreprise a un rôle à jouer. Enfin, on a redécouvert. Pour des tas de raisons, notamment en France, on avait un petit peu, vous vous souvenez de ce Premier ministre il y a quelques années qui avait dit vive l'entreprise aux journées du MEDEF, et ça avait fait une polémique incroyable. Terrible. C'était honteux de dire une chose pareille. Après, il y a une deuxième chose, alors c'est peut-être pour aller un peu plus loin, mais vous connaissez mon côté un peu provocateur, mais c'est... On aime. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, à savoir associer les gens à la stratégie de l'entreprise et le bottom-up, enfin tous ces trucs-là, et c'est très bien. Pour l'avoir pratiqué moi-même, je trouve que c'est extrêmement efficace. Mais il faut aller au bout de l'histoire. Si on associe les gens à la définition d'une stratégie, et que cette stratégie rapporte de l'argent, il est donc normal qu'on partage avec les gens qui l'ont défini les résultats de cette stratégie. Et c'est ça le pas à franchir, en fait. Alors, vous avez raison, l'actionnariat salarié n'est pas toujours possible, mais il y a d'autres manières. D'ailleurs, les pouvoirs publics doivent prendre en charge leurs responsabilités sur ce sujet-là. Le maintien du forfait social est une absurdité. Il faut juste favoriser l'intéressement, la participation encore plus, parce que c'est une autre manière de distribuer les fruits d'une stratégie à laquelle on a contribué. Et ça, c'est logique, c'est une forme de capitalisme social. Social, progressiste, puisque c'est une idée développée par André Coupet. Je n'ai pas lu le livre d'André Coupet, mais je vais le lire. Je vais vous le donner. Et donc, avec des schémas, avec beaucoup de choses intelligentes. Et il dit, au bout de 30 ans, on a pédalé avec mon associé, on a posé nos vélos, et on s'est dit, tiens, ça fait 30 ans qu'on génère de l'argent, de la richesse, à quoi on sert? C'est exactement la question simple qu'il se pose. Juste une question, mesdames, parce que vous observez à travers des baromètres, vous dites, une entreprise qui se lance et qui s'engage étape par étape, elle va être plus heureuse et peut-être même plus riche, de meilleures performances. C'est très important de le dire. Qu'est-ce qu'on fait des marchés financiers, des fonds voraces, des fonds d'investissement qui, quand elles s'implémentent à une entreprise, vous disent « mais attendez, vous, la raison d'être, tout ça est très sympathique, c'est très joli, on fait des jolis livres, des belles plaquettes. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux en 5 ans avoir une rentabilité maximale. » Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des échanges avec ceux qui aujourd'hui sont des fonds voraces, des fonds d'investissement qui ne le sont pas forcément d'ailleurs, mais qui sont des fonds d'investissement? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous pouvez avoir échange avec eux sur le plan éthique, sur le plan philosophique? Déjà,
j'ai envie de dire, vous avez tous lu la lettre de Larry Fink quand même, qu'il a envoyée à tous ces... Voilà. Donc, bon, il y a quand même des grands leaders comme ça qui doivent à un moment donné insuffler ce qu'on appelle une dynamique de la finance durable. Donc, je pense que déjà, il y a ça. Oui, parce qu'on franchit l'étape, là. On franchit une étape. Donc, déjà, c'est ça. Après, évidemment, il faudra revoir les niveaux des rendements du capital imposés sur les organisations. Oui. On revient toujours à ça. On en revient à tout ça. Mais si ce genre de choses évolue sur une performance extra-financière qui est au service de la performance financière, alors auquel cas, là, les choses peuvent vraiment évoluer. Et on voit bien qu'il y a quand même une dynamique aujourd'hui pour pousser sur de la mesure de performance extra-financière. Nicole Notat en fait partie, puisqu'elle a créé une agence. Olivia Grégoire est en train de lancer une plateforme. Absolument. On en a parlé avec elle la dernière fois. C'est exact. Enfin, on est vraiment dans cette dynamique-là. Oui, et puis et que là, on est en train de regarder que l'entreprise, c'est pas que de la performance financière et c'est ensemble. Si vous voulez, c'est la pérennité. Peter Drucker disait ça déjà il y a des centaines d'années. Il disait, vous savez, vous pouvez avoir toute la performance du profit financier du monde. Si vous nuisez à vos collaborateurs, si vous polluez, est-ce que vous pensez que vous allez encore avoir une grande pérennité dans votre... Voilà, donc c'est fondamental. En fait, dans votre question, c'est intéressant parce qu'on regarde toujours les fonds activistes méchants. Voilà. Il y a aussi des fonds activistes qui poussent des entreprises qui flèchent leurs investissements. Des critères ESG notamment. Donc c'est assez marrant parce qu'on a un regard, on a un miroir déformant où on regarde les méchants, mais il y a aussi tout un mouvement pour cette finance durable avec l'intégration des critères ESG qui sont en train de faire basculer aussi et faire basculer tout ce monde de la finance. Mais ça soulève le débat sur l'écologie et la planète. On voit monter beaucoup ce qu'on appelle les ISR, les investissements socialement responsables. On voit que le système est en train d'évoluer. Il y aura toujours des fonds, il y aura toujours des sauvages, comme il y a toujours eu des sauvages. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient majoritaires, mais si vous avez raison, on ne parle que de ça. C'est les blousons noirs. On parle beaucoup. Comme ça arrive. Après, la question de la raison d'être, elle est assez fondamentale. Moi, je me souviens quand on avait lancé cette démarche chez Leroy Merlin avant la loi Pacte, mais on avait un petit peu de mal à démarrer. C'était quoi l'esprit? En fait, c'était pour dire quoi? C'était une démarche vision. On a interrogé 100% des collaborateurs de l'entreprise et c'est ce qui a fait bouger Leroy Merlin, exactement comme vous l'avez dit, sur son marketing. Petite anecdote, les rayons déco dans les magasins Leroy Merlin sont apparus à cause de cette vision. Alors, ils n'existaient pas avant, par exemple. Parce que des salariés... Voilà, moi, je l'avais vécu, j'ai eu la chance de le vivre, parce que pendant 10 ans, j'étais dans cette boîte, donc voilà. Mais la raison d'être, surtout, c'était intéressant de voir comment les gens travaillent, pour avoir... je ne sais pas si vous partagerez ce point-là, mais... Un jour, je discutais avec des gens comme ça qui cherchaient leur raison d'être. Et ça ramait. L'être humain cherche sa raison d'être parfois aussi. Des gens de l'entreprise. Et je leur dis, et si vous disparaissiez totalement? C'est ce que dit... Qu'est-ce qui manquerait à la nation, aussi à la citoyenneté, à la République, à qui vous voulez? Et en fait, c'est intéressant parce que cette question-là, ça débloque. C'est vertigineux ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Je leur dis, attendez, si vous disparaissez demain, qu'est-ce qui se passe? Il se fait seppuku, quoi. Il dit, je ne sers à rien. Ils sont partis de là pour dire, voilà, notre différence, elle est là. Et ça, c'est un vieux concept de marketing où on apparaît. Qu'est-ce que j'apporte? On s'en sort par ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, les compétences distinctives. C'est pareil pour une entreprise. Qu'est-ce qui la distingue des autres? Et qu'est-ce qui manquerait dans le paysage si elle disparaissait? Nathalie Jiménez et Marion Dariotor, un mot chacun, parce que le débat est très très riche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là, aujourd'hui, dans ce contexte? Je me permets de reboucler, parce que c'est un débat philosophique, c'est un débat très en hauteur, puis c'est un débat de la réalité du quotidien. On en est où, là? Il y a de plus en plus d'adeptes, ou il y a aujourd'hui des gens qui ont un peu le pied sur le frein? Nous, on a l'impression, alors j'ai peut-être un miroir déformant aussi, mais qu'il y a de plus en plus d'adeptes. Sensibles au sujet. Alors, il y a eu un grand mouvement suite au vote de la loi Pacte, puisqu'il y a énormément d'entreprises qui ont fait ce travail de formulation d'une raison d'être. En revanche, il n'y a que 25% des entreprises qui ont inscrit la raison d'être dans leur statut. Donc il y a encore ce chemin-là à faire pour faire de la raison d'être vraiment un levier de transformation de l'entreprise, parce que c'est là où on s'attaque au hard. La formulation de la raison d'être, c'est du soft. Quand on commence à retravailler son modèle d'affaires. On touche aux structures, on touche au squelette là. Au squelette, exactement. Mais donc il y a une intention, mais le passage à l'acte est difficile. Et c'est là où nous, c'est pour ça qu'on a fait vous amenez des chiffres avec ces indices, parce que les 10 indices, quand on commence, en fait, ça sert de référentiel, et quand on commence à regarder et qu'on dirige une entreprise, à se dire comment je vais y aller, avec quelle bonne pratique, avec quelle méthode, en fait, notre message, c'est de dire que c'est possible, et c'est possible d'aller un peu plus loin que juste de se doter d'une jolie phrase raison d'être. Nathalie, oui, moi je crois qu'il y a un mouvement qui est engagé, c'est clair. Voilà. Une dynamique. Il y a une dynamique.
Par contre, il n'y a pas que, on a parlé beaucoup des collaborateurs et je comprends bien sur ce plateau, il n'y a pas que ces parties prenantes-là qui sont importantes. On a vu l'actionnaire et puis évidemment toutes les autres de parties prenantes. Et en fait, on voit bien que l'entreprise moderne, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, elle évoluera beaucoup plus dans un écosystème. Et l'art du management, c'est de pouvoir driver et piloter toutes ces intentions et ces intérêts dans une préservation et une amélioration du bien commun. Très court, Benoît Serre, mais on évoquait les syndicats, eux aussi doivent être partie prenante. Il faut les impliquer, puisqu'on évoquait tout à l'heure cette espèce de vieilles histoires un petit peu... Justement, la vraie question, ça serait intéressant, tout ça résistera-t-il à la crise économique et sociale épouvantable qu'on a fait maintenant en septembre? On y arrivera si tout le monde, toutes les parties prenantes, comprennent qu'on a changé d'univers. Parce que ce qui est frappant quand vous regardez les études, c'est que c'est pas que les gens ne veulent pas revenir au bureau, c'est qu'ils ne veulent pas revenir dans les conditions, à la manière dont c'était organisé avant, ce qui est tout à fait différent. C'est tout à fait exact. Et les partenaires sociaux, si on continue une espèce de logique de lutte en disant nous on est bon, vous êtes mauvais, on ne s'en sortira pas. L'État a sa part de responsabilité dedans aussi, tout le monde. Et la clé ce sera ça. Rendez-vous en décembre de 2021 ou juin 2022 pour voir comment le corps global des entreprises a géré la crise économique et sociale. Pour le moment, les signes sont plutôt positifs parce qu'elle ne la gère pas du tout comme en 2008. Mais la crise n'est pas finie. C'est un crash-test. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Il faut qu'on parle régulièrement de cette raison d'être, de la suivre aussi à l'aune de l'actualité, puis de manière froide. Merci à Marion Dariotor, fondatrice et CEO de The Arcane, coprésidente d'entreprise et Progrès. Nathalie Jiménez, membre du conseil scientifique d'entreprise et Progrès. Puis vous êtes fondatrice, vous aussi, de ces cabinets qui rencontrent les entreprises pour les accompagner, qui s'appelle cabinet BeConcern. Et puis Benoît Serre, qu'on ne présente plus, mais quand même un peu vice-président de la NDRH et senior partner au BCG. André Coupé, attention de ne pas tomber du plateau, vers une entreprise progressiste avec une préface formidable d'Antoine Lemarchand, Nature et Découverte, coprésident, qui parle des transformations de la planète aussi, parce qu'il dit la planète ne disparaîtra pas, mais attention, les hommes peuvent disparaître de la planète. Ce sont ces mots dans la préface qui sont des mots très durs, très angoissants. Je suis en retard, ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse à l'énergie. Tiens, un courtier en énergie. Mais il vient de se créer, c'est passionnant parce que ça va peut-être vous permettre de payer moins cher votre énergie. Ça, c'est un autre sujet conso très quotidien. C'est tout de suite. Les énergies, votre facture énergétique, ça c'est un vrai gros sujet du quotidien pour vous particulier, mais évidemment pour les entreprises, parce qu'elles consomment aussi de l'énergie. Olivier Timbon, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Place des Énergies. Alors, ça existe depuis 2013, Place des Énergies. On est bien d'accord. Oui. Et puis l'actualité aujourd'hui, c'est que, évidemment, vous avez créé un syndicat, c'est bien cela. Oui. Syndicat, on peut appeler quoi? Un lobby, une sorte d'organisation qui fédère? Un syndicat des courtiers qui permet effectivement de probablement réguler demain un nouveau métier, qui est le métier de courtier en énergie, qu'on a créé depuis 2013-2014, qui est un tout nouveau métier, pour le coup, mais qu'il faut réglementer, comme on peut le voir dans le métier des courtiers en immobilier ou en assurance ou prêt, etc. C'est intéressant, l'énergie, parce que nous, on est des consommateurs. On appuie sur un bouton, puis on paye une facture, on ne sait pas trop comment ça marche. Vous avez évidemment l'ensemble du réseau de la tuyauterie. Oui. Avant, il y avait une entreprise monopolistique, EDF, très facile à comprendre, elle avait le monopole. Oui. Puis un jour, on a dérégulé le réseau et on l'a proposé à d'autres opérateurs, même si EDF a toujours, et Gaz de France a toujours quand même la gestion des tuyaux, ce qui n'est pas si simple. Comment ça marche? Quel est le boulot du courtier? Il appelle tous ceux qui vendent du courant et il négocie avec eux? Comment ça marche? Alors le rôle du courtier, c'est d'aider effectivement les particuliers, les professionnels à y voir beaucoup plus clair dans leur facture d'énergie, à optimiser leur contrat d'énergie. Comme vous l'avez dit, le marché s'est ouvert assez vite, un peu brutalement. Très brutalement. Pour les professionnels. Et beaucoup de professionnels nous disaient, particulièrement à moi, Olivier, écoute, on est perdu, on n'y comprend strictement rien au marché de l'énergie. On est beaucoup démarché par un tas de sociétés, plus ou moins sérieuses, et on aimerait effectivement que tu nous aides sur ce genre de sujet. Et de là, très, très simplement, on a décidé effectivement d'aider ces entreprises à renégocier leurs contrats, effectivement, en mettant en concurrence les fournisseurs d'énergie, donc les historiques et les non-historiques, tous ces nouveaux fournisseurs qui sont arrivés. Alors Direct Énergie, c'est Total aujourd'hui. Total Direct Énergie. Voilà, qui s'est placé sur le marché, et d'autres, il y en a d'autres fournisseurs, plus de 40 fournisseurs aujourd'hui d'énergie. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de dont on ne connaît même pas le nom d'ailleurs. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de très beaux fournisseurs, mais méconnus. Et notre rôle, justement, c'est de les faire sortir du bois et de mettre en compétition les fournisseurs d'énergie
pour les professionnels et les particuliers. Alors, pour être très concret, parce qu'on est une émission d'emploi, vous avez créé des franchises dans donc plusieurs villes de France. Il y a votre marque, oui. Avec des franchisés, donc on peut pousser la porte. Donc vous avez créé de l'emploi. Il y a une formation spécifique pour être un courtier en énergie. Il faut quand même connaître tous les fournisseurs, il faut connaître les tarifications. Et il faut savoir sur quel levier on peut appuyer pour faire baisser. Voilà, le métier de courtier, c'est effectivement pas un métier d'épicerie, c'est un vrai métier technique. Voilà, il faut une formation. Donc effectivement, nous on a décidé en plein confinement de développer une licence de marque. On en a déjà 9 qui se sont ouvertes et on annonce à peu près le double pour cette année. Évidemment, l'objectif pour nous, c'est de former des vrais courtiers, des courtiers en énergie qui ont la technique, qui ont une bonne connaissance du marché, une bonne connaissance du sujet, de les accompagner au quotidien pour qu'eux-mêmes accompagnent bien, très bien, les clients qui nous feront confiance demain. Est-ce que vous vous projetez dans l'idée, comme d'autres l'ont fait sur l'automobile, l'assurance maison et j'en passe, un site, une plateforme Internet qui permette à moi d'aller sur un site, le vôtre, pour avoir des comparatifs et de me dire, voilà, la meilleure proposition, c'est celle-là avec le contrat que j'ai. Alors, aujourd'hui, c'est trop compliqué à monter ? Non, les particuliers professionnels peuvent déjà venir s'inscrire sur notre site internet, placedesenergies.com. Je fais un peu de publicité. Mais vous avez raison. Voilà. Donc, c'est totalement gratuit, déjà. Il faut savoir que nos services sont gratuits sans engagement. C'est-à-dire que l'étude et la mise en compétition ne coûtent rien à un professionnel ni à un particulier. En revanche, nous, ce qu'on a souhaité, au travers de l'ouverture d'agences, c'est donner de la proximité. On s'est aperçu que beaucoup de fournisseurs d'énergie avaient quitté les centres-villes pour plutôt délocaliser, on va dire, leurs services sous forme de call center. Bien sûr. Nous, on a décidé... Souvent très loin, d'ailleurs. Souvent très loin, voilà, tout à fait. On ne va pas débattre de ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet. Et beaucoup de consommateurs nous disaient, nous, on en a un peu assez de ce genre de service, et on aimerait avoir un service un peu plus de proximité. Et donc, nous, on a décidé, effectivement, d'humaniser notre métier, de ne pas le rendre que digital, mais aussi de le rendre aussi beaucoup plus humain. C'est un choix alternatif. C'est un choix Dans l'ère de la digitalisation, vous dites qu'il faut quand même de l'humain pour accueillir les gens, pour leur expliquer aussi. Moi, je crois beaucoup à l'humain, je crois beaucoup, et ça se passe aussi au travers de l'emploi, mais au travers aussi de nos clients qui sont en attente aussi de cette relation humaine, surtout sur un sujet qui est technique. Sujet technique, sujet sensible pour les Français, pour les entreprises, parce que le coût de l'énergie a progressé. On a vu que le gaz avait encore augmenté. Vous avez vraiment des leviers pour faire baisser ? Il y a vraiment des écarts forts entre courtiers, enfin entre fournisseurs d'énergie ? On peut, pour des particuliers, on peut avoir des écarts de l'ordre de 17 à 20% de remise par rapport au prix du kilowattheure tarif réglementé. Donc du tarif historique en vigueur. Mais qui va s'arrêter bientôt là. Qui s'arrêtera effectivement dans les années qui viennent, effectivement. Donc il n'y aura plus de tarif réglementé. Tous ceux qui avaient le tarif réglementé, c'est fini. Alors là, pour le coup, les consommateurs qui étaient déjà perdus vont vraiment avoir besoin de courtiers pour se faire aider, parce qu'il y aura tellement d'offres sur le marché, tellement de fournisseurs, et comment comparer tout ça au travers d'Internet, c'est bien gentil, mais ça a ses limites. Et donc c'est clair qu'ils auront besoin de ces courtiers. Après, par rapport aux professionnels, on peut obtenir des remises qui peuvent aller de l'ordre de 10-15% en fonction des dossiers, voire 30-40% dans certains cas, puisqu'on s'aperçoit que des fois, il y a des professionnels qui ne savent pas acheter l'énergie, qui l'ont mal acheté, et qui, du coup, au travers de nos services, découvrent que ça fait des années qu'ils achètent très mal l'énergie et qu'ils ont manqué de conseils parfois de la part de leurs fournisseurs bien aimés. Et ils s'y retrouvent forcément sur leur bilan à la fin de l'année, parce que c'est vrai que pour des boîtes qui consomment beaucoup d'énergie, 30 à 40%, ils le sentent, évidemment. Et particulièrement en ce moment, dans le contexte économique, où beaucoup de sociétés, où on serre les vis, effectivement, on a besoin aujourd'hui de faire de l'optimisation de coûts. Le sujet de l'énergie, c'est un sujet qui est prépondérant dans les entreprises. Donc, on a toute légitimité aujourd'hui de travailler avec tout ce... Merci Olivier Tinmont, fondateur Place d'énergie, avec plusieurs villes déjà où vous avez l'enseigne, et puis vous allez développer votre entreprise, donc créer de l'emploi, c'est important de le préciser, pour éclairer les consommateurs, et puis pour les aider aussi à payer moins cher, parce que c'est aussi ça l'objectif. Merci d'être venu sur notre plateau, dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, c'était un plaisir. Merci à toute notre équipe, merci à Victoire qui était aujourd'hui aux manettes, évidemment, merci à Margot et à Pauline Gratel qui était à ses côtés, puis merci à la réalisation à Romain Luc, et merci à Justine pour le son. Voilà pour l'équipe. Merci à vous et votre fidélité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous retrouver. Je serai là demain en direct. Ne manquez pas le rendez-vous à 10h comme chaque jour. D'ici là, portez-vous bien. Faites-vous plaisir sur Bismart. Il y a plein de choses à voir. Bye bye. À demain.